Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, baccalauréat tchadien, un diplôme qui continue de séduire au-delà des frontières à suivre dans cette édition. Et puis, développement agricole, le gouvernement mise sur les infrastructures rurales dans le Mayo-Kébi-Est. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce journal avec cette information en bref. Le Congrès du Parlement du Tchad a adopté ce mercredi au Palais de la Démocratie le rapport porté sur la révision du règlement intérieur du dit Congrès présenté par la commission mixte. 197 voix ont entériné les dernières propositions allant de l'organisation au fonctionnement d'une institution parlementaire bicamérale. Ces nouvelles dispositions interviennent pour renforcer l'efficacité organisationnelle des travaux et permet au Congrès de mesurer les enjeux législatifs, constitutionnels et sécuritaires majeurs du pays. Dans la province du Mayo-Kébi-Est, le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, a procédé ce mardi au lancement officiel du projet d'appui au développement des infrastructures rurales et à la promotion des chaînes de valeur agricoles. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers. Les précisions avec nos correspondants Gapili Blaise et Abakar Dimi. Projet d'appui au développement des infrastructures rurales et promotion des chaînes de valeur concerne le village Éré dans la sous-préfecture de Koyom. Le coordinateur du dit projet, Hissène Suleiman Nouren, soutient cette initiative du gouvernement et de la BAD pour la promotion des chaînes de valeur visant l'augmentation de la production. Le représentant de la BAD, Miabé Dekornodé, dit que le lancement de ce projet marque une ambition de collaboration et de lutte contre le chômage. Plusieurs facteurs marquent le frein au développement des chaînes de valeur dans la province du Mayo-Kébi-Est. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, faisant mention de quelques-uns, voudrait que ce projet soit mené avec un suivi efficace et efficience. Ce projet est le premier de ce genre dans notre province, dont l'objectif n'est pas seulement d'augmenter durablement la productivité et la production céréalière par la mise en place des périmètres irrigués, mais aussi de promouvoir le développement des chaînes de valeur afin de maximiser la rentabilité et la création des emplois. Le contour de ce projet est étudié pour lever les obstacles liés à sa mise en œuvre. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Keda Bala, lançant officiellement le PADIR SEVA, le positionne dans les 12 chantiers du président de la République, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno. L'atteinte des résultats fixés sera possible par l'implication de tout un chacun. Le projet PADIR SEVA, qui consiste à aménager une superficie de 240 hectares avec maîtrise totale de l'eau à Éré, contribuera à relever ces défis d'importation de riz et affiche une ambition claire: produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Le projet d'appui au développement des infrastructures rurales et la promotion des chaînes de valeur agricoles sera mené sur une superficie aménagée hydro-agricole de 240 hectares du périmètre risicole. Restons toujours à Bangor à la suite du conflit intercommunautaire survenu le 4 juin 2026 dans les villages de Sel et Groupe situés dans la sous-préfecture de Kim, département du Mayo-Boni, province du Mayo-Kébi-Est. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangor, Mohamed Abdou Issa, a animé ce 9 juin 2026 un point de presse. À ce sujet, on l'écoute. Suite au conflit survenu au village Sel et Groupe, sous-préfecture de Kim, département de Mayo-Bonnet, province du Mayo-Kébi-Est. En date du 4 juin de l'année en cours, des éleveurs peuls de passage au village dénommé Sel avaient fait traverser leurs bœufs dans un champ ensemencé appartenant à une jeune dame nommée Chantal Dorsila. Cette dernière, ayant protesté, elle avait été blessée au front par un jeune peul. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans la foulée, une bagarre avait éclaté entre certains habitants du village Sel et les peuls. Le bilan de cette première journée est de 2 morts et de 2 blessés de part
et d'autres. 2 jeunes peuls non retrouvés. Par ailleurs, en date du 5 juin 2026 aux environs de 17h, consécutivement à la bagarre de la veille et en représailles, certains peuls avaient attaqué le village Kroup, sous-préfecture de Kim, département de Mayo-Bonnet, province du Maï-Kébi Est. Le bilan de cette deuxième journée s'établit comme suit. 6 personnes tuées du côté des habitants du village Kroup. 219 chambres et cases incendiées. 4 bœufs et 3 chevaux emportés. En tout, le nombre de personnes décédées est de 10, dont 8 Marba et 2 Peuls. Il importe de mentionner que durant le déroulement de ces événements malheureux, nos forces de défense et de sécurité avaient mis le grappin sur 31 personnes en possession des armes à feu, des munitions et diverses armes blanches. Toutes les personnes interpellées sont déjà entendues sur procès-verbaux réguliers par nos soins et répondront entre autres des chefs d'assassinat, d'incendie volontaire, de destruction des biens, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, d'association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires mortelles, de coups et blessures volontaires, d'extorsion des biens et de complicité des 10 chefs devant les juridictions compétentes, et ce, dans le respect des droits de la défense. En outre, il convient de noter qu'il y a d'autres personnes présumées impliquées dans ces exactions, mais en cavale. Elles n'échapperont pas à nos forces restées sur le terrain. Revenons à N'Djamena pour parler d'éducation. Depuis le 8 juin 2026, 106 231 candidats, toutes séries confondues, composent les épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Ce 9 juin marque le 2e jour de l'examen et le début des compositions pour les séries littéraires. Au centre du lycée Félix Eboué, candidats et responsables se disent satisfaits du déroulement des épreuves malgré quelques difficultés techniques. Reportage de Mingano Dingol Olga. Les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2026, se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Au lycée Félix Eboué de N'Djamena, l'un des principaux centres d'examen de la capitale, le 2e jour des compositions s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Sur place, plusieurs candidats de la série A4 rencontrés affirment aborder les sujets avec sérénité grâce aux préparatifs effectués durant l'année scolaire. Moi, je choisis la dissertation puisque c'était facile et on avait fait ça en salle. Donc, moi, je trouve que l'épreuve d'aujourd'hui était tellement, c'est facile, quoi. Le sujet est quand même abordable parce qu'on nous a donné 3 sujets au choix. Il y a dissertation, il y a contraction de texte, il y a commentaire composé. Moi, j'ai choisi le sujet contraction de texte parce que le sujet parle de l'éducation aujourd'hui. Le président du centre, Benji Makotol, se réjouit également du déroulement satisfaisant des épreuves. Ce matin, c'est la série A4 qui compose. Et pour ce centre, ils sont 1200 candidats de la série A4 et 36 candidats A4 mais malentendants. Ce qui fait que nous avons ce matin 1236 candidats de la série A4. Contrairement à hier, cette journée, nous avions eu beaucoup de difficultés parce que les enfants n'ont pas pu repérer leur salle. Ils ont même des difficultés à retrouver leur numéro. Ce qui fait que nous avons dû nous mobiliser et courir dans tous les sens pour que certains puissent retrouver leur numéro. Et ceci faisant, il y a des candidats qui ne sont venus dans la cour de l'examen qu'à 8h30, 8h45. Or, le règlement dit que 15 minutes après le lancement des épreuves, on ne reçoit plus de candidats. Nous avons été obligés de refuser 5-6 candidats parce qu'ils sont venus après avoir fouillé partout avant de retrouver le centre qui est le leur. Pour les candidats, l'objectif reste désormais de maintenir la concentration jusqu'à la fin des compositions afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Malgré les critiques récurrentes sur le niveau de l'enseignement au Tchad, le baccalauréat tchadien continue d'attirer chaque année des milliers de candidats étrangers. Un paradoxe éducatif qui suscite des interrogations. Pourquoi ce diplôme conserve-t-il son attractivité au-delà des frontières nationales? Et le mot de réponse dans cette analyse signé Linus Foga.
Ils sont au total 106 231 candidats à affronter cette année les épreuves écrites du baccalauréat tchadien. Mais derrière cette statistique nationale se cache une autre réalité. 5 893 candidats étrangers composent également cette session 2026. Un chiffre qui intrigue dans un contexte où le système éducatif tchadien est régulièrement confronté à des critiques sur la baisse du niveau scolaire et les difficultés structurelles de l'enseignement. Pourtant, chaque année, des milliers de jeunes venus principalement du Cameroun, de la République centrafricaine ou encore du Soudan choisissent le Tchad pour décrocher leur précieux sésame vers l'université. Comment expliquer cette attractivité? Première raison avancée, la reconnaissance internationale du baccalauréat tchadien comme dans la plupart des pays francophones. Ce diplôme permet d'accéder aux universités africaines, européennes ou nord-américaines sans distinction majeure de traitement. Pour certains candidats camerounais, le choix du Tchad s'explique également par des considérations historiques. Pendant plusieurs années, le baccalauréat tchadien a été perçu comme une voie permettant d'éviter certaines contraintes du système éducatif camerounais, notamment l'étape du probatoire. Mais sur le terrain, un autre argument revient fréquemment. La réputation d'un examen considéré par certains comme plus accessible que dans d'autres pays de la sous-région. Une perception difficile à quantifier, mais suffisamment répandue pour influencer le choix de nombreuses familles. Le paradoxe est saisissant. Alors que des milliers d'étrangers viennent chercher le baccalauréat au Tchad, de nombreux parents tchadiens continuent, eux, d'envoyer les enfants poursuivre les études au Cameroun, au Togo, au Sénégal ou encore au Maroc, à la recherche d'un environnement académique jugé plus performant. Entre attractivité régionale et quête d'excellence à l'étranger, le baccalauréat tchadien révèle ainsi les contrastes d'un système éducatif qui continue, malgré ses défis, de rayonner bien au-delà de ses frontières. Le contrôleur général de l'AILC, Ousmane Abderrahmane Djougourou, a animé le 5 juin à l'ENA une conférence débat sur la corruption dans l'administration publique. Il a présenté les causes, les conséquences et les réformes nécessaires pour une gouvernance plus transparente. Retour sur les temps forts avec Biaktibo Emmanuel. Dès l'entame de son exposé, le contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, Ousmane Abderrahmane Djougourou, a rappelé que la corruption ne se limite pas au détournement des fonds publics. Elle englobe également les pots de vin, le favoritisme, le trafic d'influence, le népotisme, les conflits d'intérêts ou encore des marchés publics fictifs. Selon lui, certaines pratiques banalisées dans le quotidien administratif, souvent désignées par des expressions populaires comme faire un geste ou encourager le dossier, participent également à l'enracinement de la corruption lorsqu'elle conditionne l'accès à un service public. L'analyse présentée met en évidence plusieurs facteurs favorisant la corruption au Tchad. Parmi eux figurent les faiblesses du service judiciaire, l'impunité, la politisation de l'administration, le déficit d'éducation civique, la faiblesse des institutions de contrôle et l'absence de digitalisation des procédures administratives. Le conférencier a également souligné le rôle du clientélisme, de la pauvreté et de la dépendance aux ressources pétrolières dans la prolifération des pratiques corruptives. Selon lui, l'insuffisance de transparence dans la gestion des marchés publics et le manque de culture des redevabilités contribuent également à fragiliser l'action publique. La corruption a été présentée comme une menace majeure pour la stabilité de l'État et le développement socio-économique du pays. Elle affaiblit l'État de droit, réduit la confiance des citoyens envers les institutions et prive les populations de services essentiels dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'accès à l'eau. Le conférencier a insisté sur le fait que chaque ressource détournée représente une opportunité perdue pour le développement. La corruption décourage également les investissements, accentue les inégalités sociales et compromet la promotion du mérite dans la fonction publique. Pour inverser cette tendance, plusieurs pistes de réformes ont été proposées. Il s'agit notamment de renforcer la transparence dans la gestion publique, promouvoir le mérite dans les recrutements et les promotions, accélérer la digitalisation de l'administration et développer une véritable culture des redevabilités.
Dans le cadre de la prévention des inondations en cette saison des pluies et le renforcement des actions d'assainissement, la mairie du 6e arrondissement, avec l'appui du HCR, a procédé aujourd'hui à la remise des matériels d'assainissement au groupement de femmes dynamiques de la commune. Cette initiative vise à renforcer les actions de salubrité et de curage des caniveaux. Reportage de Paris Mikila Odette. Composé de 40 pelles, 40 brouettes, 40 râteaux, 40 paires de gants et 40 pioches. Ce don vise à renforcer les capacités d'intervention des femmes dynamiques du 6e arrondissement dans la lutte contre l'insalubrité et la prévention des inondations à l'approche des grandes pluies. Partenaire de cette initiative, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, par la voix de son chargé des infrastructures, Victor Aladingbay, a exprimé sa satisfaction de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations à travers ce soutien matériel. Tout le personnel du HCR est témoin des efforts quotidiens que les autorités communales font au profit donc de toute la communauté, de tous les citoyens qui vivent dans ce 6e arrondissement. À titre d'exemple, sans cesse, nous voyons toutes les autorités chaque jour œuvrer pour l'assainissement, pour le nivellage donc des rues et des routes dans notre commune. Très émue lors de cette remise, la maire du 6e arrondissement, Zenaba Edith, a salué l'engagement constant des femmes bénéficiaires dans les activités d'assainissement de leur commune et les a exhortées à faire un bon usage du matériel mis à leur disposition. La commune du 6e arrondissement est une petite commune qu'elle a que 2 quartiers, 27 carrés et 2 délégués. Nous sommes obligés d'écrire et demander. Nous sommes obligés de chercher nos propres ressources aux côtés de nos partenaires. Je vous salue et je vous remercie infiniment mes partenaires du 6e arrondissement. Ce don constitue ainsi un appui important aux efforts des femmes dynamiques du 6e arrondissement, reconnues pour leur implication dans l'amélioration de la salubrité de leur commune. Au Kenya, la Haute Cour a confirmé la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua. Dans le même temps, un rapport de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo révèle qu'en 2025, le monde a enregistré un nombre record de conflits armés depuis 1946. Enfin, en Ouganda, le directeur général de l'OMS a salué les efforts des autorités dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, estimant que la solution est actuellement sous contrôle. Yolande Darbarwa. La Haute Cour du Kenya a confirmé la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua prononcée par le Parlement en octobre 2024. Les juges ont toutefois estimé que l'ancien numéro 2 de l'exécutif n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. En cause, la poursuite de la procédure devant le Sénat alors qu'il était hospitalisé. Malgré cette irrégularité, la Haute Cour a indiqué ne pas pouvoir annuler une décision relevant du pouvoir législatif dès lors qu'elle ne constitue pas une violation manifestée des droits constitutionnels et procéduraux du requérant. Le monde a enregistré en 2025 le plus grand nombre de conflits interétatiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que révèle le rapport annuel Conflict Trend publié mardi par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo en Norvège. Selon le document, 65 conflits impliquant au moins un État ont été recensés l'an dernier, un record depuis 1946. Avec 29 conflits, l'Afrique demeure la région la plus touchée. Le rapport fait également état de 8 conflits opposant directement des États en 2025, soit 2 fois plus qu'en 2024, marquant ainsi un niveau inédit depuis près de 80 ans. En visite en Ouganda, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a salué les efforts des autorités dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le pays a enregistré 19 cas et 2 décès. Selon Tedros Adhanom, tous ces cas, à l'exception des 5, concernent des ressortissants congolais ayant franchi la frontière. Le responsable de l'OMS a souligné l'efficacité du dispositif de surveillance mis en place qui a permis de détecter rapidement 15 cas importés et 4 cas locaux liés à ces personnes.
estimant que la situation est actuellement sous contrôle, il a néanmoins encouragé les autorités ougandaises à maintenir leurs efforts pour contenir durablement l'épidémie. Ainsi s'achève cette édition. Bonne suite de programme sur TET 24.